consacrée à une grande nouveauté de ces ordonnances Macron, c'est la possibilité de recourir à partir du 1er janvier 2018 à des ruptures conventionnelles collectives. Donc on va voir avec nos panélistes quelle voie ouvre ce nouveau mode de rupture et puis comment les entreprises imaginent ou envisagent de s'en saisir prochainement. Alors Marine, je vous propose qu'on commence avec vous à balayer assez rapidement les grands principes de cette rupture conventionnelle collective et puis peut-être dans la foulée de tordre le cou, de nous expliquer, de donner une réponse en tout cas aux critiques qui avaient été formulées par les syndicats et par une certaine frange de députés sur le fait que ces ruptures conventionnelles collectives étaient en fait un moyen de contourner les plans sociaux. Donc on va vous écouter avec beaucoup d'attention sur ces deux sujets. Merci Emmanuel. Donc effectivement, la rupture conventionnelle collective apparaît comme une des grandes nouveautés dans le cadre des ordonnances Macron, même si en définitive ça se rapproche d'un dispositif qui était déjà connu, qui était les plans de départ volontaires. La grande différence et la grande nouveauté en la matière, c'est que maintenant c'est un système qui est totalement sorti du champ d'application du licenciement collectif, de ses modalités procédurales, de ses sanctions. C'est un système qui doit être exclusif de tout licenciement. Autre nouveauté, et non des moindres, c'est que c'est un licenciement, un système qui est applicable, qui peut être mis en œuvre dans toutes les entreprises, quel que soit leur seuil d'effectifs et surtout quel que soit le nombre de postes ou d'emplois dont la suppression est envisagée. C'est également un système qui est maintenant sécurisé. Les plans de départ volontaires étaient le fruit d'une construction purement jurisprudentielle qui a connu des évolutions au fil des années et des décisions de la Cour de cassation, mais qui dit construction jurisprudentielle dit possibilité de revirement, donc incertitude. Là, on s'inscrit véritablement dans un cadre légal. Enfin, une fois que la loi de ratification sera votée, qui précise toutes les modalités. Donc, c'est un système qui est véritablement sécurisé pour les entreprises. Une fois qu'on a signé cet accord, ce fameux accord de rupture conventionnelle collective, les choses sont écrites et il n'y a plus de surprise. Donc, comme je vous le disais, c'est fondé sur la signature, et ça c'est un prérequis indispensable, d'un accord collectif d'entreprise selon les modalités et les seuils de majorité dont vous a parlé Jérôme. Je n'y reviendrai pas, sauf si vous voulez un petit one again. Pardon. L'ordonnance prévoit que cet accord collectif d'entreprise devra contenir un minima un certain nombre de mesures, notamment, alors, d'une part, un engagement express de ne procéder à aucun licenciement. On devra prévoir dans cet accord collectif le nombre de postes dont la suppression est envisagée, les emplois qui y sont associés, la durée de mise en œuvre de cet accord, c'est-à-dire le temps pendant lequel, la durée pendant laquelle les salariés pourront candidater pour partir dans ce cadre. Donc les critères d'éligibilité des salariés, les critères de départage. On doit également prévoir les mesures d'accompagnement, que ce soit en termes financiers, où là on prévoit que c'est uniquement à minima indemnité légale et non pas conventionnelle de licenciement, les mesures d'accompagnement afin de permettre le reclassement effectif en dehors de l'entreprise des salariés qui auront candidaté. Cet accord devra faire l'objet d'une validation par la directe et qui aura 15 jours pour répondre. Là, on se situe, à partir de ce moment-là, c'est un peu le même système que pour les accords collectifs dans le cadre d'un PSE, c'est-à-dire une validation par la directe, la possibilité de contester cette validation, ou justement cette absence de l'absence de validation devant le tribunal administratif. Le conseil de prud'homme ne demeurant compétent, lui, que pour éventuellement invalider
l'accord de rupture individuel qui sera intervenu pour les salariés uniquement sur le fondement des vices du consentement. C'est la seule chose, c'est-à-dire si la personne considère qu'elle a été trompée ou que son consentement a été forcé. C'est un système qui permettra aux salariés qui sera parti dans ce cadre de bénéficier des allocations au chômage, comme un salarié licencié ou même comme après une rupture conventionnelle traditionnelle. Voilà, absolument. Et actuellement, il est prévu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale et dans le projet de loi de finances que les indemnités qui seraient versées dans ce cadre bénéficieraient du même régime d'exonération fiscale et sociale que les indemnités de licenciement. Donc on voit beaucoup plus de flexibilité, moins de lourdeur, je vous dirais, et il est vrai que c'est une des mesures des ordonnances qui a fait craindre un détournement, enfin, selon certains, des syndicalistes, des parlementaires, on arriverait par ce biais à détourner les plans sociaux. Et les contraintes intrinsèques. Oui, absolument. À la lecture de l'ordonnance, il est vrai et surtout du rapport au président de la République dans le cadre de ces ordonnances, on s'inscrit dans une volonté du gouvernement d'anticiper et d'adapter les entreprises aux évolutions aussi bien de leur activité que du marché. Néanmoins, rien ne nous interdit, par le biais de cet accord collectif, qui ne doit pas, en principe, enfin, qui pas nécessairement, n'a pas d'obligation légale d'indiquer une cause ou une motivation, d'envisager une réduction d'effectifs, non pas à froid, comme c'est l'esprit des ordonnances et la philosophie du système, mais à chaud, c'est-à-dire parce qu'on a des difficultés économiques. Et on se retrouverait donc dans la situation qui nous permettrait, encore une fois, sous réserve, d'être parvenu à signer un accord collectif avec nos délégués syndicaux, de mettre en place une réduction d'effectifs sans avoir à passer par la contrainte de consulter le CE, qui n'a pu être ni informé ni consulté, mais simplement informé au cours de la négociation, sur un livre 2, sur un livre 1. Donc, effectivement, en termes de procédure, moins de lourdeur, c'est déjà quelque chose de très important et qui est notable. Les salariés qui partiraient dans ce cadre, il n'y aurait pas d'obligation de leur proposer les mesures d'accompagnement que sont ou le congé de reclassement ou le contrat de sécurisation professionnelle en fonction du seuil d'effectif de l'entreprise. On n'a pas d'obligation, il n'y a pas de priorité de réembauchage, il n'y a pas de besoin de définir des catégories professionnelles, même si dans le cadre de la définition des critères d'éligibilité à ce dispositif, on peut passer par ce biais-là. Il n'y a pas de critères d'ordre, il n'y a pas d'obligation de reclassement interne. Donc ça allège quand même significativement la procédure et les obligations. On a une possibilité de réembaucher immédiatement sur les postes supprimés dans le cadre de CDD, ce qui n'est pas le cas après un PSE. En fonction de la motivation du système et de la raison pour laquelle on met en place ces départs, on pourrait même éventuellement envisager de réembaucher immédiatement sur les postes dont les titulaires sont partis. Parce que si on vise, par exemple, à rajeunir un peu la pyramide des âges, sous réserve bien évidemment qu'il n'y ait pas de discrimination, ça c'est un des points, un des garde-fous qu'il faudra avoir présent à l'esprit, on pourrait très bien réembaucher immédiatement. Autre point, et je pense aussi qu'il est d'importance et qui a été une des raisons pour lesquelles certains se sont élevés contre ce système, c'est qu'il n'y aura ni en amont de contrôle de la cause qui justifie la suppression de ces postes, puisque l'administration ne sera amenée qu'à valider l'accord collectif, lequel est donc à vérifier qu'il y a bien évidemment pas d'engagement, qu'il y a un engagement express de ne pas licencier, que c'est toutes les mesures qui sont listées et qui doivent figurer à minima dans l'accord sont bien présentes, et vérifiera aussi simplement si les modalités d'information du comité, enfin du CSE,
à venir, ont été respectées. Et en aval, le Conseil de prud'homme n'aura pas la possibilité non plus de contrôler cette cause, puisque son rôle est réduit, si on peut dire réduit, à simplement, à éventuellement sanctionner une application non conforme des dispositions de l'accord, ou alors à invalider l'accord de rupture intervenu avec le salarié individuellement sur la base des vices du consentement. D'où la raison pour laquelle il y a eu une certaine levée de bouclier, si je peux dire. Donc on voit beaucoup de flexibilité à la fois sur les marges de manœuvre et puis vous l'avez dit aussi plus de souplesse dans la procédure. Toutefois, cette flexibilité, Marine, ça ne veut pas dire que l'employeur va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Vous l'avez dit, il y a un engagement de ne pas licencier, mais il y a un certain nombre de garde-fous quand même qui ont été mis en place pour que ce ne soit pas la porte ouverte à toutes les fenêtres. Oui, absolument. Je pense à mon sens, on peut voir, en tout cas moi je vois 4 garde-fous. Le premier tient à l'autonomie même de ce système par rapport à tout ce qui concerne le licenciement collectif, dans ce sens que la rupture conventionnelle collective, et c'était expressément prévu par les dispositions de l'ordonnance et les futures dispositions légales, doit être véritablement exclusive de tout licenciement. Ce qui signifie que pendant toute la durée d'application de l'accord, pendant toute la durée pendant laquelle les salariés pourront partir dans le cadre d'un accord de rupture conventionnelle collective, il sera absolument impossible de mettre en œuvre des licenciements collectifs, sauf à faire basculer l'ensemble du système dans le PSE. Oui, donc on dénature, complètement. Donc ça veut dire qu'on doit revenir en arrière et repasser par une information consulte du CSE, CE-CSE, sur un livre 2, sur un livre 1. Donc voilà, là, on a un premier garde-fou. À mon sens, ça serait exactement la même chose si on délimite un certain nombre, dans l'accord qui a été négocié, on délimite un certain nombre d'emplois qui vont être supprimés, et que, en parallèle, on décide d'en supprimer d'autres qui ne sont pas visés par cet accord. Mais si ça procède du même motif, je ne vois pas très bien comment on ne pourra pas à nouveau basculer dans le champ du PSE pour la totalité. Il n'y a pas la loi, les ordonnances n'ont pas prévu de délai, de viduité entre la mise en œuvre d'un plan, d'un accord de rupture conventionnelle collective et un PSE. Il n'en demeure pas moins que si immédiatement après, parce qu'on n'a pas fait le plein, bizarrement on met en place un PSE, si on est encore dans le délai de contestation possible d'une validation ou d'une absence de validation, c'est-à-dire dans les 2 mois, si on commence à reparler d'un plan possible, j'ai peu de doutes sur l'issue d'un contentieux devant le tribunal administratif sur la validité d'une homologation. Ça sera refusé, donc on sera obligé de repartir. De même, un salarié qui est parti dans le cadre d'un accord de rupture conventionnelle collective et qui réalise 8 mois après son départ qu'on met en œuvre un beau plan social avec des merveilleuses mesures d'accompagnement, le salarié en question a 12 mois pour contester la validité de sa rupture. Il y a de fortes chances qu'il revienne devant le Conseil de prud'homme en disant « on m'a trompé, j'aurais pu avoir mieux » et voilà. Le second garde-fou, c'est le contrôle par la directe du contenu de cet accord. Un contrôle qui peut paraître plus restreint dans la mesure où, comme dans le cadre des PSE, quand on a un accord collectif sur le PSE, le contrôle à la directe est quand même plus restreint que dans le cadre d'un document unilatéral, mais il est amené à contrôler des points sensibles et surtout l'attention de la directe. Il y a des instructions, le mot est peut-être un peu fort, du gouvernement, c'est-à-dire que par le biais des ruptures conventionnelles collectives, le gouvernement a été très clair dans ses déclarations. Il ne s'agit pas de faire supporter par la collectivité le coût des départs, donc interdiction des chèques valises, et aussi de faire supporter par l'État un système de pré-retraite, d'où l'attention particulière qui doit être portée par les directs sur les critères d'éligibilité au départ, pour pas qu'on tombe sur on ne fait partir que les vieux. Voilà. Bon.
Les seniors, oui, c'est vrai, pardon. Mais généralement, je ne suis pas... Désolée, je ne suis pas très politiquement correcte dans les termes que j'emploie. Voilà, bon, si vous voulez. Non, mais on voit bien qui vous visez, du coup. Voilà, c'est comme ça, au moins c'est clair. Donc, donc, dans cet accord doit figurer un engagement express de ne procéder à aucun licenciement. Et comme je vous le disais, cet engagement express, c'est facile, on peut l'écrire. D'aucuns diront, oui, bon, on voit un accord, on peut écrire tout ce qu'on veut. C'est pas au moment de la validation qu'on pourra vérifier que effectivement c'est respecté, c'est dans la mise en œuvre pratique. Mais il n'en demeure pas moins que cet engagement, la réalité de cet engagement de l'employeur de l'employeur de ne procéder à aucun licenciement pourra, à mon sens, se vérifier à travers de l'examen du périmètre de l'accord. Quand je dis périmètre, c'est les critères d'éligibilité, qui va pouvoir partir, les postes qui sont visés, enfin, les postes ou les emplois qui sont visés, et donc ces critères d'éligibilité. Parce que si l'accord, dans le principe, peut viser toutes les catégories professionnelles de salariés ou tous les emplois, ou n'en viser que certains, ou se limiter à certaines catégories professionnelles, en exclure, etc., il est bien évident que le fait, on pourra difficilement utiliser cette forme d'accord, cette modalité de départ, si l'idée c'est de fermer toute une usine ou de fermer un service complet. Parce qu'on a un petit peu de mal à voir où se trouve le choix du salarié. Si l'usine est fermée, c'est un choix qui est un peu forcé. Sauf, alors après, si on part au niveau d'un service dans une société, on pourrait effectivement limiter le périmètre de l'accord à la suppression de l'ensemble des emplois qui figurent dans ce service, sous réserve d'étendre la possibilité à d'autres salariés qui relèvent d'autres services qui ne sont pas impactés, de leur ouvrir la possibilité de partir aussi, sous réserve que les salariés qui occupent les postes dont la suppression est envisagée puissent être reclassés, entre guillemets, sur leur poste avec leur accord. Donc logique de vase communicant, là, en fait. Absolument, oui, absolument. Mais si l'option, c'est soit tu pars dans ce cadre-là, soit on ne sait pas très bien ce qu'on va faire de toi, mais in fine, tu seras licencié, je pense que ça ne passera pas le filtre du contrôle de l'administration. Il y a d'autres garde-fous aussi, c'est sûr, contre les chèques valises, et le financement par l'État de pré-retraite, c'est que dans le projet de loi de ratification, le contrôle de l'administration a été renforcé dans la mesure où la directe doit vérifier la réalité des mesures de reclassement et d'accompagnement qui sont mises en œuvre par l'employeur dans le cadre de cet accord au regard de l'importance du projet de suppression d'emplois. Donc on ne peut pas se contenter de mettre des indemnités, des indemnités très importantes sans mesure d'accompagnement réelle à côté. Il a même été rajouté la possibilité que figure au titre de ces mesures d'accompagnement un congé de mobilité. Et c'est un accord qui permettra, à mon sens aussi, de viser des postes, mais je ne pense pas qu'on pourra cibler les personnes, hein, dans la mesure où il y a un principe qui est applicable, mais dans toutes les hypothèses, c'est le principe de l'égalité de traitement. Donc, pour pouvoir respecter ce principe, il faut que la possibilité de partir soit ouverte à l'ensemble des salariés qui, en fait, sont placés dans une situation identique. Donc, si on supprime un poste X, c'est pas le titulaire de ce poste qu'on veut faire partir lui à titre personnel. Absolument, ouais. Parce que cette possibilité devra être ouverte à tous les salariés qui ont des compétences identiques et qui pourraient occuper ce poste. Troisième garde-fou, c'est pour moi le renforcement l'encadrement de la liberté du consentement du salarié, puisque le projet de loi de la ratification a réintroduit ce qui avait été supprimé
dans l'ordonnance telle qu'elle est parue en septembre, c'est-à-dire un droit de rétractation pour le salarié qui avait été supprimé. Et on a aussi réintroduit l'obligation de signer une véritable convention de rupture individuelle, donc ce qui oblige à poser les choses sur le papier, à réfléchir. Donc on peut signer cette convention, mais on a toujours le droit de se rétracter. Bien évidemment, les modalités de ce droit de rétractation doivent être organisées par l'accord. Mais ça a été réintroduit et ça permet, à mon sens, quand même si on a été un peu poussé à signer, qu'on nous a bien tenu la main, après, on a un délai pour revenir chez soi, y penser et se dire, non, en fin de compte, je ne veux pas partir. Et dernier garde-fou, qui, à mon sens, est le plus important, et on revient toujours au même point, c'est-à-dire qu'il va falloir négocier un accord qui, à partir du 1er mai 2018, devra être nécessairement un accord majoritaire, donc signé par un ou plusieurs syndicats qui représentent plus de 50% des voix. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir réussir à négocier. Ça va dépendre de l'historique des relations sociales au sein de la société. Et donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'acquis. Voilà. On n'avance pas nécessairement en terrain conquis. Et du coup, Marianne, c'est un peu ma question suivante. On voit, Marine a très bien présenté cet effet de balancier, si je puis dire, en tout cas d'équilibre, beaucoup plus de liberté, de souplesse, mais quand même avec ces fameux garde-fous. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a il y a pu avoir, en tout cas, une croyance au sein des entreprises de se dire c'est génial avec les RCC. Ça ne marche pas, je veux dire. Avec les RCC, maintenant, c'est la grande liberté et je vais pouvoir faire partir des gens dans un climat social apaisé parce que j'aurais trouvé cet accord. C'est peut-être pas aussi simple qu'il n'y paraît. Alors, en retour d'expérience, moi, quand il y a eu ces ordonnances, j'ai vu arriver dans mon bureau à quelques minutes d'intervalle mon directeur général extrêmement motivé sur « Waouh, c'est génial, on va maintenir un climat social favorable avec ces ruptures conventionnelles ». On sortait d'un PSE douloureux qui avait été extrêmement compliqué. Marine en sait quelque chose. Voilà, on avait eu vraiment bien des difficultés sur les catégories, sur les critères, sur le volontariat, sur tout en fait. Et donc, notre DG s'est dit, parce qu'on a aussi cette pression des effectifs qu'on connaît tous, et donc notre DG s'est dit, super moyen, tu vas pouvoir faire tout. C'est pas aussi simple que ça. Quelques minutes après, l'organisation syndicale majoritaire, ou quelques jours après, arrivait en me disant, tu sais, on t'attend au tournant sur les ruptures conventionnelles collectives. On commençait à peine à en parler, mais c'était déjà un gros sujet dans mon entreprise. Et donc effectivement, on a lu beaucoup de choses, on y a beaucoup réfléchi, et je pense qu'il faut quand même se souvenir que tout ça s'inscrit dans un contexte et un vécu d'entreprise à chaque fois. C'est-à-dire que à partir du moment où on est, comme nous c'est le cas, et c'est le cas d'un certain nombre post-PSE, avec cette nécessité de maîtriser nos effectifs, c'est vrai que ça paraît en tout cas une voie possible, peut-être plus facile pour toutes les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, mais en même temps, il y aura plein de questions à se poser parce que qu'est-ce qui va se passer quand on n'aura pas assez de volontaires, parce que rien n'est écrit à l'avance. On a un historique, comment on va pouvoir viser, est-ce qu'on va viser des technologies? Chez nous, on a des technologies qui changent souvent, mais quand on a fait nos catégories professionnelles, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, on n'a pas forcément tenu compte de ces technologies, donc on ne va pas pouvoir faire fi de la manière dont on a construit les catégories professionnelles pour dire non, maintenant on fait autrement et on vise d'autres types de populations. Ce qui a été écrit avant, on s'en affranchit. Donc qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas assez de volontaires? Marine l'a très bien rappelé. Pas de licenciement éco pendant combien de temps? Alors est-ce que c'est juste pendant la durée de cet accord? Est-ce que les directs vont pas regarder qu'on ait pris des engagements pendant un certain temps? Moi, je crois pas mal au fait que ce sera regardé à la loupe, nos engagements de ne pas procéder à des licenciements économiques. Voilà, donc dans une entreprise dans laquelle, et monsieur aura une autre expérience là-dessus, nous, on n'a pas été très bons, voire pas bons du tout pour l'instant, sur la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Donc venir sortir juste la casquette rupture conventionnelle, c'est de la GPEC out, mais comme on n'a pas fait beaucoup de GPEC in, je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà. Mais voilà, en fait, je pense que
c'est vraiment la culture des relations et l'historique qui va être assez important. Comme le disait Marianne, là, le plan qu'on avait mis en place était assez compliqué. Même, il y avait un volet volontariat, mais même sur l'aspect volontariat, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu assez d'anticipation, à mon sens. Et donc, on mettait des critères, puis en fait, on disait, ah ben non, on ferait mieux faire partir celui-ci. Donc, on s'arrangeait, on jouait toujours un petit peu avec les critères. Et la mise en œuvre d'un accord, la négociation et la signature d'un accord de rupture conventionnelle collective sera, à mon avis, d'autant plus aisée que la société a la culture de la négociation, de l'anticipation, ce qui n'est pas toujours le cas dans les sociétés où on va demander de faire partir un certain nombre de personnes, mais sans qu'on ait véritablement un plan, une stratégie à long terme ou un plan pour l'avenir, et qu'on se sert plutôt des départs et des suppressions de postes comme une variable d'ajustement. Et bon, quand bien même l'accord n'a pas été motivé, il est bien évident que vous n'allez pas amener des organisations syndicales à la table des négociations sans leur expliquer dans quel contexte vous vous inscrivez, pour quelles raisons vous envisagez de supprimer tel ou tel poste. Donc c'est vraiment, je pense, une question de culture. Après, on peut se retrouver dans la situation où les organisations syndicales vont effectivement accepter de signer, mais en l'échange d'engagements fermes, écrits de la société, de ne pas licencier ou de supprimer le moindre poste sur une période donnée, ou avec des engagements en termes financiers et de mesures d'accompagnement fortes, et qui prendront généralement comme base de départ tout ce qui a pu être mis en œuvre antérieurement dans la société dans le cadre de PSE. Oui, donc on ne se départira pas de ce socle-là. Sachant que souvent dans les PSE, on a un engagement en cas de licenciement économique ultérieur d'appliquer les mesures du PSE. Donc pourquoi aujourd'hui on pourrait s'en affranchir via des ruptures conventionnelles économiques ? Alors, vous l'avez dit toutes les deux, vous avez dit plusieurs fois le mot anticipation. Jacques Hadou, on voit bien donc au fur et à mesure qu'on déroule cet outil, qu'il n'est a priori pas un outil de gestion de crise à chaud, comme vous dites. Donc, il ne remplacera pas des PDV, des PSE. Mais du coup, on va l'utiliser quand, comment, c'est quoi les cas de figure qui vous semblent les plus significatifs et pertinents ? Effectivement, je crois que ce n'est pas du tout un outil qui va se substituer, c'est un outil qui va compléter. Moi, j'ai eu la chance ces dernières années chez Capgemini et depuis le mois de juillet chez Edenred de travailler dans des entreprises qui sont profitables, donc qui n'ont aucun problème économique, mais par contre qui sont sur des gros sujets de transformation. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important pour les entreprises, c'est complètement segmenter cette idée de suppression d'emploi ou de transformation d'emploi du problème économique. L'impact du digital et du numérique, on commence quand même depuis quelques années nettement le sentir sur la transformation des activités, la transformation des métiers, et c'est rien du tout par rapport à ce qui va arriver avec l'intelligence artificielle, etc. Nous ne sommes pas au milieu ou à la fin d'une révolution, nous sommes au tout début d'une révolution. Et cette révolution, elle va obliger les entreprises constamment à se réorganiser parce que les métiers, l'obsolescence des métiers va être de plus en plus rapide. Et on va avoir les entreprises vont être constamment obligées effectivement d'inventer de nouveaux métiers, de transformer des métiers, et ce sans lien avec la rentabilité économique. Donc il va falloir pour les entreprises entre guillemets une GPEC quasi permanente avec des outils à froid qui permettront de transformer les pyramides, de transformer les métiers, parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître complètement, il y a des métiers qui vont apparaître, et je pense que justement cette rupture conventionnelle collective, à partir du moment où on a une GPEC qui aura été négociée, peut être un instrument à froid de réorganisation de l'entreprise et plus de transformation de l'emploi que de suppression de l'emploi. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Cette flexibilité est de plus en plus nécessaire parce que effectivement, les métiers, le contexte économique des métiers change et va changer de plus en plus vite. Donc ce ne sera pas du tout un palliatif ou un remplacement du PSE, ni même du plan de départ volontaire, mais je vois beaucoup plus ça comme effectivement un instrument de négociation dans le cadre d'une GPEC qui chercherait à anticiper les évolutions technologiques. Donc et ça veut dire leur qu'il faut impact. qu'il y ait déjà un socle.
Voilà, Complètement. poursuivre votre... Mais c'est quand même ça. Enfin, c'est un prérequis nécessaire pour que ça se passe bien et pour que ça fonctionne, pour que ce soit compris. Je pense effectivement qu'on n'arrive pas un matin comme ça en disant on va faire une rupture conventionnelle collective. Je vois beaucoup plus ça effectivement comme un instrument de la gestion prévisionnelle et de la transformation de l'entreprise, mais dans une négociation à froid et sans avoir de contraintes économiques particulières. Et vous dites ça aussi parce que est-ce que vous avez le sentiment que vous dites ça plus exactement parce que votre activité aujourd'hui vous imprimez sans doute moins de chèques, de tickets cadeaux, de chèques cadeaux que vous ne le faisiez par le passé. Certainement que ce print disparaîtra un jour. Donc la transformation des métiers de votre activité, elle est peut-être plus prévisible que chez Marianne dans un horizon de 3 à 5 ans. Vous savez bien qu'il y a certaines activités que vous ne ferez plus comme vous les faites aujourd'hui. Donc les métiers sous-jacents vont évoluer. Vous pouvez le prévoir, ça? Oui, mais je pense qu'on peut prévoir dans beaucoup de domaines. Vous savez, je pense que ça fait très longtemps que la grande distribution sait qu'il n'y aura plus de caissières. Effectivement, le digital va supprimer le papier. Vous êtes dans la presse. Je pense qu'un jour, il n'y aura plus de journaux papier. Il faut être lucide. Nous sommes très lucides, je vous le confirme. Voilà. Et on le sait depuis un certain temps. Alors après, on peut se masquer, on peut se boucher les oreilles, etc. J'entendais ce matin, effectivement, et le numérique est en train de transformer et prévoit déjà la destruction des métiers qu'il a transformés. Si on prend les taxis et les VTC, le numérique a permis les VTC et la voiture automatique va détruire les VTC. Parce qu'effectivement, il y aura bien dans 10 ans, 15 ans, on ne conduira plus. La voiture sera automatique. Alors, ça paraît un peu fou quand on dit ça, mais je peux vous dire que dans ma société précédente, j'ai pu voir dans la Silicon Valley les gens qui travaillent sur la voiture automatique, et ils me disaient, Jacques, le problème, c'est pas savoir si la voiture sera automatique ou pas. La voiture sera automatique. Le seul problème, c'est de savoir si on sera encore autorisé à conduire. Voilà. Et tout ça, aujourd'hui, on sait que ça va arriver. Donc la responsabilité de l'entreprise, et elle est forte aujourd'hui, c'est effectivement avoir cette vision de transformation. Et cette vision de transformation, effectivement, ça va tuer des métiers, ça va en créer beaucoup d'autres. Et là, je pense que la rupture conventionnelle collective peut être un instrument qui va accompagner de manière positive les choses, à condition où on saura regarder les choses en face, la réalité est en face, et savoir anticiper l'évolution des métiers. Marine, sur cette évolution des métiers, si on prend un exemple, on a tous vu dans la presse papier aussi, pas seulement que sur les sites internet, qu'il y avait un certain nombre de groupes bancaires qui avaient décidé de fermer beaucoup d'agences, et ça représente des effectifs qui sont très significatifs. Est-ce que là, de votre point de vue, la rupture conventionnelle collective, ça aurait pu être, ou ça peut être demain, une réponse pertinente? Oui, parce pour moi, on se situe totalement dans la philosophie des ordonnances, c'est-à-dire que c'est dans l'anticipation et l'adaptation des métiers à l'évolution. Et vous aviez tout à fait raison. On est plus dans une idée d'évolution que de suppression réelle des postes. Parce que là, vous parliez des banques, mais on aurait pu remonter encore plus en arrière. C'est typiquement le cas des arrêts pages jaunes, quand avec les annuaires et l'ordinateur. Enfin, c'était un Minitel, je pense, à l'époque, ou alors le début d'Internet. Mais c'était une évolution inéluctable qui n'était pas nécessairement liée à des difficultés économiques. Et d'ailleurs, la construction jurisprudentielle qui a été faite à ce moment-là, c'était de l'anticipation de difficultés économiques futures. Donc on était véritablement dans ce cadre-là. Mais pour rebondir là-dessus, au-delà même des métiers, tous les processus d'externalisation qu'on a connus. Moi, j'ai travaillé à 2 reprises dans le monde des call centers. Et les call centers en France, on sait qu'aujourd'hui, il y en a très peu ou plus du tout. Et c'est quelque chose qu'on aurait pu anticiper parce que soit ils allaient partir dans les pays de l'Est, soit ils allaient partir au Maghreb. Mais en tout cas, ils n'allaient pas rester pour des raisons de coût en France. Et est-ce que, s'il y a quelques années, quand notamment les call centers vraiment étaient externalisés, il y avait eu les ruptures conventionnelles collectives, on aurait pu le gérer autrement? Peut-être. Mais ça sous-entend que ce dialogue, enfin que ce message-là, il est audible par les partenaires avec qui on va signer cet accord. Alors, on revient toujours à la volonté, à l'éducation des partenaires sociaux, mais des 2 côtés, je pense, parce que c'est de nouer une relation, un vrai dialogue, alors que jusqu'à présent, dans beaucoup, je ne veux pas faire une généralité, mais dans beaucoup de sociétés, quand on arrive dans le domaine de la suppression et de l'évolution des emplois, on est plus dans une logique d'affrontement que de construction. Et ça, il faut qu'on ait des délégués syndicaux, qui soient des interlocuteurs, qui soient des gens éduqués, qui ne soient pas dans l'opposition systématique,
et qui est la volonté d'avancer. Mais ce qui n'est pas nécessairement le cas. Mais en même temps, sur les sujets, sur l'angle de la transformation des métiers, lié à la transformation digitale que vous avez évoquée, Jacques, normalement, ça devrait, le message devrait passer. Après, qu'est-ce que ça représente en quantum de postes qu'on fera partir, c'est un autre débat. Mais normalement, le constat, il devrait quand même se diffuser de plus en plus et faire une certaine forme de consensus quand même. Je crois que plus on arrive à partager le constat suffisamment tôt, plus ça facilitera les choses. Et surtout, effectivement, si on est dans un contexte économique qui permet de bien faire les choses. Le problème, effectivement, c'est quand votre entreprise est au bord de la rupture, là, effectivement, on est dans un contexte très difficile. Et comme je le disais au début, il faudra de plus en plus segmenter la transformation de l'économique, du problème économique. L'entreprise, quelle que soit sa situation, et on peut avoir des entreprises extrêmement profitables et qui ont besoin de beaucoup et très vite se transformer. Et voilà, et ça, si on arrive à faire les choses à froid avec un peu d'anticipation, on sait qu'on a les moyens, on sait qu'on peut accompagner. Et je pense que je crois en l'intelligence du dialogue social. Et je pense que la plupart des partenaires, si effectivement on les prend pour des adultes et qu'on leur dit les choses suffisamment tôt et qu'on dit on a les moyens d'accompagner et de faire les choses, je pense que il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà. Bien, donc Marine, pour conclure, attractivité quand même renforcée, si on raccroche ça à notre thème, ça va quand même, oui. En tout cas c'est perçu comme un outil supplémentaire. Absolument, oui, absolument. Mais encore une fois, dans l'anticipation. Bien, alors on peut prendre une ou deux questions si vous voulez avant qu'on poursuive. Les débats ont été riches et animés, donc vous n'aurez certainement pas de questions de la salle. Si, je vois une petite main là-bas, tout au fond, près de la vitre. Oui, bonjour et merci. La question pour moi, c'est il y a un groupe qui va négocier une rupture conventionnelle. On parle de ça. Comment ça marche quand c'est un groupe en fait ? Qui est le leader du groupe et comment ça va fonctionner entre eux en fait ? J'ai du mal à comprendre. C'est difficile de négocier avec un groupe en fait. Il y a souvent quelqu'un qui va se distinguer, qui va prendre le leadership de la rupture là, sur une négociation de la rupture. Donc comment ça va marcher entre eux en fait ? Alors est-ce qu'il vaut mieux pas en fait du coup, rester sur des ruptures conventionnelles individuelles plutôt que de parler d'une rupture de groupe où il peut y avoir un petit souci, en fait, à mon avis. Qu'est-ce que vous entendez par groupe ? Nous, on n'est pas sûr de très bien comprendre la question. La rupture conventionnelle collective, c'est-à-dire en fait, il y a des gens qui vont négocier en fait une rupture. Et donc, ça me paraît clair. En fait, il y a un groupe qui va devoir, il va falloir que quelqu'un devienne le leader de la négociation. Donc comment ça va fonctionner ? Et est-ce qu'à l'intérieur de ce groupe, il ne peut pas y avoir des problèmes juridiques ? En fait, quelqu'un ne va pas dire finalement, c'est lui qui m'a influencé. Et je me pose la question, comment ça va fonctionner derrière, en fait, concrètement ? Le principe, c'est que vous négociez avec les délégués syndicaux un accord de rupture conventionnelle collective dans lequel va être prévu toutes les conditions, c'est-à-dire quelle population est visée, quels sont les emplois dont la suppression est envisagée, qui va pouvoir postuler, quels critères d'éligibilité, comment vont être départagés les candidats, les mesures d'accompagnement, etc. Après, vous avez, si vous remplissez les conditions, vous faites votre demande, elle doit être acceptée, sauf... il n'y a pas de raison qu'elle soit refusée. Donc, il n'y a plus rien à négocier à titre individuel. Ça sera simplement une formalisation une fois que vous remplissez les critères, une formalisation individuelle. Mais il n'y aura pas de négociation individuelle. Mais pour moi, derrière cette question, c'est au-delà des ruptures conventionnelles collectives, c'est la confiance qu'on fait aux organisations syndicales pour représenter les salariés. C'est vrai dans une négociation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, parce que c'est eux qui négocient et qui les représentent. Ce sera vrai dans un accord collectif de rupture conventionnelle collective, parce que ça va être des individus qui vont représenter collectivement d'autres individus. C'est un filtre, on passera par le filtre et il n'y aura plus de discussion one-to-one entre le salarié. Donc c'est le concept qui est différent en fait. On déléguera la négociation de cette rupture. Ouais, je crois qu'il va falloir attendre un petit peu le retour de ce qui va se passer, les premières... J'ai pas l'impression que ce soit très clair en fait. Moi. C'est un peu le même principe que dans les actuels plans de départ volontaire qui sont là adossés à un PSE. Toutes les conditions sont fixées en amont. Le salarié qui postule, soit il remplit ses conditions et très bien, il part dans ce cadre-là avec les mesures d'accompagnement qui sont prévues dans un plan qui a d'ores et déjà été négocié
avec les organisations syndicales ou alors qui est mis en place unilatéralement. C'est le même principe. Et je vous invite du coup à venir assister au futur workshop chez DLA pour comprendre tout comment ça marche, la rupture conventionnelle collective. Merci. Voilà, vous serez les bienvenus. Et ben merci beaucoup à vous pour vos éclairages. Merci bien.